Donc nous avons 1 heure devant nous pour cette première table ronde qui va s'afficher. Donc quelle adaptation de la protection sociale aux enjeux démographiques et de vieillissement de la population, avec le choix ce matin, j'allais dire, de 2 entrées dans son sujet. D'une part avec Gérard François Dumont et Jean-Christophe Dumont. La question des... Non, nous avons les meilleurs du monde, je pense, sur ces questions. Sur plutôt la question de la migration, hein, l'aspect enjeu démographique, migration et protection sociale. Donc vous allez intervenir chacun, l'un apportant un regard, j'allais dire, plus national, plus hexagonal. Donc ce sera Gérard François Dumont qui va nous proposer son analyse. Donc vous êtes démographe, mais vous êtes aussi économiste, vous vous intéressez à l'aménagement, vous apportez un regard très complet, et vous êtes professeur émérite à Paris 4. Et puis Jean-Christophe Dumont, ce sera un éclairage international, parce que vous êtes chef de la division d'immigration internationale à l'OCDE, et là on aura un moment de complémentarité dans vos analyses. Et puis on aura un moment de discussion aussi. S'agissant du vieillissement, c'est Pascal Breuil, en tant que directrice des statistiques, de la prospective et des recherches de la CNAV, qui a accepté de se prêter à l'exercice de l'analyse et de l'analyse prospective. Mais je crois qu'on pourra aussi s'autoriser à avoir des analyses croisées, puis un débat partagé, parce que migration et vieillissement, ce ne sont pas des sujets séparés. Alors, quand on considère ce sujet dans une perspective prospective, évidemment, la question qui est posée, qui a déjà été citée par Dominique Libaud, c'est est-ce que l'équation va être possible? L'équation entre l'évolution des besoins en lien avec la démographie, et là, il y a à la fois la question d'un vieillissement par le bas et par le haut, mais d'un vieillissement des sociétés françaises, la question des migrations, parce que les travailleurs et les migrants, leurs familles, sont porteurs de besoins. Hein. Rappelons que migrant, c'est une personne étrangère née à l'étranger, c'est toujours bien de le préciser. Une évolution des réponses à leur apporter, soit que l'on constate qu'elles ne sont pas satisfaisantes, soit que les besoins ont évolué, que les réponses aussi ont évolué, et puis la question des moyens pour y répondre. Alors quel est le temps qui est devant nous? Quand on a parlé de est-ce que l'équation est possible, on peut quand même convenir qu'il y a peut-être une perspective un peu inquiète, ou un peu d'incertitude sur ces questions. En France, sur la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle, on a eu un moment où on était relativement rassuré sur la question du vieillissement, parce qu'on se prévalait que nous, contrairement aux Allemands, on ne vieillissait pas par le bas. On avait une démographie qui restait solide, ces aspects de fécondité s'érodent, et pour le moins, ça n'empêche pas un vieillissement, une révolution de la longévité qui est à considérer. S'agissant de la question des migrations, on a sans doute eu des analyses sur les liens migration-protection sociale qui ont longtemps été en France, j'allais dire, partielles, même si positives, en envisageant les migrants essentiellement comme des travailleurs, essentiellement au travers de leur contribution partant au financement. Et là, on rentre dans un âge plus complexe parce qu'on a un regard plus complet sur les migrations, peut-être en décalage avec la réalité des phénomènes, parce que aborder l'immigration à travers la figure du travailleur migrant est de toute façon bien limité et très daté. Mais aujourd'hui, on est aussi face à la question d'un phénomène dont on sait qu'il se transforme. La crise migratoire a alerté des opinions sur son ampleur, et il y a devant nous la question de l'impact des différentiels de niveau de vie qui perdurent, des aspirations des migrants à accéder à des espaces d'opportunités économiques, sociales, mais aussi de liberté politique, qui sont des drivers importants, et puis la question de la crise environnementale, avec l'impact des crises environnementales sur les migrations, que l'on estime plus ou moins bien, mais en tout cas qui sont des préoccupations. Donc partant, qu'est-ce que l'on peut dire d'un point de vue factuel et politique sur migration et protection sociale? Les migrants ont des besoins d'accompagnement. Sur leur contribution à la protection sociale, on a une excellente étude de France Stratégie, il y a Julien Rousselon qui l'a coordonnée, qui est avec nous ce matin. Voilà, tu participeras, j'espère, à la discussion, qui fait état d'un équilibre, d'un point de vue d'un impact budgétaire sur la protection sociale, parce que les migrants appellent plus de dépenses en matière de lutte contre l'exclusion, en matière de logement, mais aujourd'hui sont l'objet de moindres dépenses en matière de retraite. Et puis on a la question du décalage entre un niveau macro et un niveau plus méso-micro, c'est-à-dire qu'on constate aussi des pressions localement sur les services publics sociaux et de santé, sous l'effet des migrations sur certains territoires. Et ça a été objectivé.
Enfin, il y a la dimension politique. Il y a un certain nombre d'analyses convaincantes pour montrer le lien entre les populismes et la perception de l'impact des migrations sur la protection sociale, sur l'État social. Je renvoie ici aux travaux de Dominique Régnier sur le populisme patrimonial, c'est-à-dire un État-providence perçu comme un patrimoine menacé, menacé éventuellement par des comportements vus comme des comportements de passagers clandestins, et ça nourrit les populismes dans les sociétés nordiques, ça nourrit sans doute les populismes dans notre société. Et puis des analyses plus structurelles et qui font l'objet de beaucoup de débats qui sont très discutés. Là, je renvoie aux analyses d'Alesina ou de Glaser, économistes américains, qui montraient que l'équation n'était pas évidente entre solidarité et diversité. C'est-à-dire quand on se perçoit comme plus divers, plus hétérogène au sein d'une société, parvient-on ou pas à rester solidaire? Donc je vois qu'on est très bien accompagné aujourd'hui pour essayer d'y réfléchir. On ne prétend pas répondre à toutes ces questions, j'en ai forcément trop posé, et je vous laisse surtout la parole. Si Gérard-François Dumont veut bien, je vous ferai respecter autant que possible le temps. On s'est donné à chacun un quart d'heure. Merci de votre invitation et merci de me passer le micro. Je voudrais quand même préciser un petit complément, c'est que Jean-Christophe Dumont n'est ni mon frère jumeau, ni mon faux jumeau, même si nous avons des relations amicales et cordiales tout à fait parfaites. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir un peu en utilisant la méthode prospective, qui est très simple, comme vous le savez, puisqu'elle consiste à essayer d'examiner d'abord les tendances lourdes, c'est-à-dire comment ces questions peuvent évoluer si le futur n'est que la prolongation du présent, et ensuite d'examiner quelles sont les ruptures possibles à l'échelle donc de la France, puisque Jean-Christophe traitera de l'échelle mondiale. Alors, les tendances lourdes, elles sont, on les connaît en fait, en matière de natalité, on a un phénomène de décélération depuis 4 ans, qui est lié donc à un effritement de la fécondité, mais en même temps, il ne faudrait pas que cette évolution générale masque des différences géographiques extrêmement fortes, non seulement à l'intérieur des territoires de la France métropolitaine, mais même entre les 5 départements d'outre-mer. Ça veut dire que, effectivement, les problèmes de protection sociale, et pour faire simple, de prestations familiales à l'intérieur des territoires français, évoluent de façon très différente selon, en fait, les dynamiques de natalité de nos différents territoires. Donc cette première tendance lourde, c'est peut-être une France dont la fécondité semble s'effriter, se rapprocher, on est encore loin, mais disons se rapprocher de la moyenne de l'Union européenne, ce qui veut dire, ceteris paribus, un budget de prestations familiales, s'il n'y a pas de changement législatif, qui devrait s'abaisser. En matière de flux migratoires, quelles sont les tendances lourdes? Elles sont beaucoup plus compliquées, effectivement, à mettre en évidence, parce qu'il faut rappeler que le premier élément explicatif des flux migratoires, c'est la combinaison des facteurs de répulsion et des facteurs d'attirance. Alors, les facteurs de répulsion des pays du Sud vers la France, eh bien, ils sont en modification en fonction des événements politiques, économiques ou démographiques qui peuvent se produire. Je donnerai un seul exemple. Bon, avant les années 2000, il n'y avait pratiquement pas d'immigration ivoirienne en France. À partir du moment où la Côte d'Ivoire a connu une période d'insécurité avec ce que les Ivoiriens appellent la guerre, qui était en fait un conflit civil, mais on a vu arriver ce qui n'existait pas auparavant, une certaine immigration ivoirienne en France. Donc c'est là où les tendances lourdes seraient compliquées à analyser et ne nous permettent pas véritablement d'assurer la connaissance du futur. C'est que cette combinaison d'attraction-répulsion se modifie en permanence en raison de causes extérieures sur lesquelles la France a assez peu de prise. En revanche, ce qui semble certain, c'est que la France soit et demeure, d'après les tendances lourdes, à la fois un pays d'émigration, un pays de transit et un pays d'immigration. Ce qui a été le cas toutes ces dernières années, avec les différentes formes, évidemment, d'immigration que nous connaissons.
La seconde tendance lourde, qui est beaucoup plus claire à mon avis que la première, puisqu'elle est liée à des facteurs externes, la première, c'est ce que j'appelle le processus de diasporisation. C'est-à-dire le fait que nous ne sommes plus au XIXe siècle où l'immigrant qui quittait son pays pour aller dans un autre pays tournait inévitablement le dos à son pays d'origine et était obligé un peu en quelque sorte, si vous voulez, de l'oublier, puisqu'il ne pouvait pas conserver des liens quotidiens ou périodiques avec son pays d'origine. Il ne pouvait pas y aller en vacances, les techniques de communication ne le permettaient pas. Donc le changement majeur aujourd'hui, c'est le phénomène de diasporisation, c'est-à-dire le fait que les immigrants, dans leur composante, sont des personnes qui sont dans une logique de biterritorialité, c'est-à-dire attachées à leur pays de résidence, mais attachées aussi à leur pays d'origine ou au pays d'origine de leurs parents. Et donc, ils peuvent exercer un rôle de comité d'accueil vis-à-vis des personnes issues des mêmes régions, ou des mêmes ethnies, ou des mêmes pays. Et c'est ce processus de diasporisation qui s'enclenche et qui signifie que l'immigration nourrit l'immigration. Prenons un exemple d'une immigration assez faible encore en France, qui est l'immigration indienne, puisqu'elle était tournée essentiellement, comme vous le savez, d'abord vers le Royaume-Uni et maintenant vers les États-Unis. Eh bien, on commence effectivement à avoir un peu d'immigrants, alors très localisés d'ailleurs, d'immigrants indiens en France, et ces immigrants jouent le rôle effectivement d'accueil pour d'autres immigrants indiens. Donc la tendance lourde d'un point de vue géographique, c'est en fait l'évolution de deux éléments complètement différents et pourtant complémentaires, c'est-à-dire d'abord le maintien de ce que j'appelle des couples migratoires. Et effectivement, il n'y a aucune raison que le couple migratoire Algérie-France ne perdure pas. Donc ce que j'appelle un couple migratoire, c'est une relation migratoire régulière entre deux pays, avec un pays qui représente, le pays d'immigration représente une part significative de l'immigration du pays d'origine. Et donc avec évidemment le processus de diasporisation, c'est un élément qui a priori devrait perdurer. Et de même, alors je vais parler de l'Algérie parce que c'est le couple le plus évident, mais on pourrait parler évidemment d'Haïti, du Sénégal, du Maroc, et en même temps une mondialisation des migrations liée effectivement au processus de globalisation, d'internationalisation et de mondialisation. Donc tout ça signifie des populations nouvelles qui s'installent sur le territoire et donc une adaptation en permanence du système de protection sociale. Et là, on voit d'ailleurs la grosse difficulté d'un département comme la Seine-Saint-Denis, puisqu'en fait, nous avons un département qui est un peu un département de transit, ce qui suppose une adaptation extrêmement compliquée de l'ensemble des services publics, et notamment des systèmes de protection sociale. Alors, l'autre tendance lourde, je n'ai pas besoin d'y insister, c'est la question de la gérontocroissance. Peut-être quand même un point à rappeler, c'est qu'a priori, la tendance lourde reste à une augmentation de l'espérance de vie, mais à une évolution moins favorable de l'espérance de vie sans incapacité. Donc cela veut dire, toute chose égale par ailleurs, là aussi, que les budgets d'assurance maladie pour les personnes âgées sont susceptibles d'augmenter compte tenu de cet écart entre l'espérance de vie des personnes totales des personnes âgées et leur espérance de vie sans incapacité. Alors j'en viens à mon deuxième point, c'est-à-dire quelles sont les ruptures possibles. D'abord, en matière de migration internationale, nous avons une possibilité de recul des frontières. Alors quand je parle de recul des frontières, il faut considérer les trois dimensions possibles. Il y a d'abord le recul physique des frontières, c'est-à-dire en fait la facilité des flux migratoires, par exemple par l'élargissement de l'espace Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie, par l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine ou à la Turquie. Et donc cela signifie a priori des possibilités migratoires plus grandes. Et donc si un pays comme la France conserve une capacité d'attraction significative, eh bien ça voudrait dire des flux migratoires plus importants.
Deuxième type de recul des frontières, c'est le recul des frontières réglementaires. C'est-à-dire, en fait, une convergence réglementaire entre un certain nombre de pays. Et là, en revanche, on peut imaginer que l'effet serait contraire, c'est-à-dire plutôt une diminution des migrations internationales, puisqu'une partie d'entre elles est liée à des écarts réglementaires entre des pays. Alors, dans tout domaine de réglementation, alors on parle souvent de la protection sociale, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais on peut penser par exemple à la liberté d'entreprendre, hein, qui est un élément explicatif d'un certain nombre de personnes qui quittent leur pays parce que la liberté d'entreprendre est insuffisante. Et puis, troisième frontière, évidemment, les frontières de revenus, avec là deux possibilités selon que l'on a convergence des revenus, au contraire, divergence des revenus. On l'a bien vu au sein de l'Union européenne ces dernières années, où la divergence de revenus entre les pays de la zone euro notamment va engendrer des migrations très significatives au sein de l'Union européenne, et donc des évolutions sur le système, des besoins du système de protection sociale. Deuxième possibilité, c'est ce que j'appelle tous les phénomènes de déglobalisation planétaire. Bon, la globalisation, je rappelle, je la définis comme l'ensemble des décisions politiques qui ont des effets sur les frontières entre les pays dans les transports de marchandises, d'hommes ou de services. Donc on peut avoir trois types de déglobalisation. D'abord une déglobalisation tout simplement politique. Prenons un exemple simple. Bon, nous avons en France un certain nombre d'immigrants qui sont originaires de pays qui font partie de la zone monétaire du franc CFA. Bon. Supposer que cette zone monétaire disparaisse, ça peut engendrer des difficultés pour les immigrants qui sont en France, originaires de cette zone, dans la mesure où aujourd'hui, les remises qu'ils transmettent à leur pays d'origine ont une garantie de change, puisque le franc CFA, je vous rappelle, est adossé sur l'euro. Si effectivement ce franc CFA disparaissait ou n'était plus adossé sur l'euro, eh bien l'intérêt de ces remises, ou le risque de ces remises devient important, et donc cela peut changer éventuellement les attitudes migratoires d'un certain nombre de personnes, et donc modifier aussi, bien entendu, la population concernée par les systèmes de protection sociale en France. Deuxième type de rupture possible, qui est ce que j'appellerais, si vous voulez, la rupture économique, c'est-à-dire une modification complète des systèmes productifs de la France. Bon, aujourd'hui, donc, la France est inscrite dans une économie mondiale, ce qui signifie tout simplement que les produits qui sont consommés en France sont le résultat de l'adjonction d'un certain nombre de sous-produits qui peuvent être fabriqués n'importe où dans le monde. Et ce système productif mondialisé se traduit par énormément de migrations internationales, et notamment par ce que j'appelle les migrations entrepreneuriales. Si demain, effectivement, nous avons une déglobalisation politique, c'est-à-dire des décisions politiques qui ferment les frontières de circulation des biens, cela aura forcément des effets sur les frontières de circulation des personnes. Pour prendre un exemple simple, supposons qu'un pays comme la France, dans 10 ans ou dans 15 ans, dise aux entreprises françaises « Ok, vous avez toujours le droit d'externaliser telle ou telle fonction, mais vous êtes obligés de les externaliser sur le territoire français. » Et donc c'est terminé la possibilité d'externaliser à l'étranger. Eh bien, à ce moment-là, bien sûr, cela aura forcément des conséquences sur les flux de population entre la France et l'étranger. Enfin, la troisième rupture, c'est bien entendu la rupture démographique, à supposer que les pays dont la transition démographique est aujourd'hui moins avancée que dans le reste du monde, et que par exemple la transition démographique en Afrique se mette à avancer aussi vite qu'elle l'a fait à Singapour ou en Corée du Sud. Cela veut dire que le potentiel migratoire de ces pays sera le même, parce qu'il faut toujours rappeler que pour un même taux de migration, le rapport très important, c'est le rapport entre l'âge de 18-32 ans, c'est-à-dire l'âge où on migre le plus, sur la population concernée.
Donc si cette population concernée s'abaissait plus qu'envisagé parce que la transition démographique arriverait plus vite en Afrique, bah, l'attraction migratoire sur le nombre de personnes serait moindre, et donc le nombre de personnes concernées par le système de protection sociale se trouverait modifié. En matière donc de natalité, eh bien, les ruptures possibles, c'est bien entendu soit l'évolution vers un univers démographique français à l'européenne, ce qui signifierait clairement une baisse nette de population active d'ici 15-20 ans, et 25 ans bien sûr, et ce qui signifierait probablement un besoin de migration de remplacement. Et à ce moment-là, effectivement, un appel de migrants, ou bien au contraire, un printemps démographique, c'est-à-dire une augmentation de la fécondité, ce qui modifierait aussitôt les comptes de la Caisse nationale d'allocation familiale, dans la mesure où les prestations sociales devraient être adaptées à une fécondité qui serait passée, par exemple, de 1,8 à 2,1. Et à ce moment-là, en revanche, à l'horizon de 20-25 ans, toujours le même par ailleurs, il n'y aurait pas de besoin de migration de remplacement. Donc, en conclusion, je voudrais dire simplement que ce que j'essayais de vous résumer nécessite quand même de conclure sur le fait que l'avenir n'est jamais écrit. Ce qu'apprend la prospective, c'est que le futur n'est jamais la suite du présent. Donc ça, c'est un point très important à noter. Néanmoins, c'est très utile d'étudier les tendances lourdes, parce que c'est évidemment intéressant dans le futur de comparer la réalité avec les tendances lourdes, d'analyser les écarts et d'adapter en permanence le système de protection sociale aux écarts constatés. Merci. En tout cas, vraiment merci d'avoir respecté le temps, et sachant que votre conclusion ouvre, votre pré-conclusion sur d'autres débats, parce que quand vous montrez à 15-20 ans la question d'un hiver démographique et de la question d'immigration, ça va nous renvoyer, je pense, à des questions abordées par notre deuxième intervention de Jean-Christophe Dumont, c'est-à-dire, faut-il que les migrants puissent participer au marché du travail pour être en position de contribution, et inversement, sur la question d'une fécondité forte, c'est d'abord des dépenses de prestations familiales. Il faut quand même rappeler que sur les prestations familiales, on est sur du 2 points de PIB maximum, et que la contribution à terme sur des risques comme vieillesse et particulièrement en retraite, c'est 14 points de PIB. Donc, bon, on va pouvoir moduler un peu nos perspectives prospectives.